J'ai toujours cru que le travail acharné et la patience me mèneraient à la vie dont j'avais rêvé. Après des années d'économie, de planification et de visualisation de chaque détail, j'ai finalement acheté la maison de luxe de mes rêves. Les hauts plafonds, les sols en marbre, les fenêtres panoramiques surplombant les collines de Provence, c'était tout ce que j'avais espéré. Le meilleur ? C'était à moi. Un symbole de ma résilience, de mes sacrifices, de mon indépendance. Chaque matin, je me réveillais dans cette lumière dorée qui traversait les voilages de lin, me rappelant que ce n'était pas un rêve. J'avais travaillé comme architecte d'intérieur pendant 15 ans à Paris, économisant chaque euro, refusant les vacances coûteuses et les dîners extravagants que mes collègues s'offraient sans hésitation. Ma mère, Eliane, m'avait toujours dit, « Sophie, la patience est la clé de toutes les portes. » Et maintenant, j'avais ouvert la plus belle porte de toutes. Mon mari, Mathieu, m'avait soutenu tout au long du processus, du moins, c'est ce que je croyais. Il avait montré de l'enthousiasme lorsque nous avions visité la maison pour la première fois, complimentant chaque pièce comme s'il partageait mon rêve. Je croyais que nous étions alignés, prêts à commencer un nouveau chapitre ensemble dans un lieu qui incarnait notre avenir commun. Notre histoire avait commencé il y a 7 ans, dans une petite galerie d'art à Montmartre. Mathieu était professeur d'histoire à l'université de la Sorbonne, cultivé et charmant, avec un sourire qui illuminait ses yeux noisettes. Notre mariage avait été simple, une cérémonie dans la mairie du 5e arrondissement, suivie d'un déjeuner au bord de la Seine. Nous n'avions jamais été extravagants, toujours pragmatiques, toujours raisonnables. Jusqu'à cette maison. Elle représentait mon unique extravagance, mon seul acte d'audace financière. Située à 1 heure d'Aix-en-Provence, nichée entre les vignobles et les champs de lavande, la propriété était un mélange parfait de charme provençal et de confort moderne. L'ancien propriétaire, un peintre reconnu, avait transformé la grange en atelier lumineux, un espace que j'imaginais remplir de mes propres créations. J'ai passé des semaines à préparer le grand jour, organisant une fête d'inauguration intime. J'avais invité mes amis les plus proches, Camille, ma meilleure amie depuis l'école primaire, Laurent et Marie, un couple que nous avions rencontré lors d'un voyage en Corse, et quelques collègues devenus amis au fil des années. J'imaginais les rires, l'amour, et un nouveau départ dans un lieu qui semblait magique. J'avais préparé un menu typiquement provençal, ratatouille maison, tapenade d'olives noires, fromages locaux, et bien sûr, du rosé de la région. Les tables étaient dressées dans le jardin, sous les branches d'oliviers centenaires. Des guirlandes de lumière suspendues créaient une atmosphère de conte de fées. Tout était parfait, ou du moins, c'est ce que je croyais. La veille de l'inauguration, j'étais dans la cuisine, vérifiant une dernière fois ma liste. Le traiteur arriverait à midi, les fleurs à 14 heures. Les chambres d'amis étaient prêtes, avec des bouquets de lavande fraîche sur les commodes. Je souriais, sentant cette douce sensation de contentement m'envahir. Puis Mathieu est rentré. Il avait passé la journée à Marseille, disait-il, pour finaliser quelques détails administratifs liés à son poste à l'université locale où il commencerait à enseigner le mois prochain. Il semblait tendu, distrait, mais j'ai mis cela sur le compte de la fatigue du voyage. Il s'est assis en face de moi au comptoir de la cuisine, son expression indéchiffrable, et a lâché la bombe. Mes parents et ma sœur Amélie vont vivre avec nous à partir de demain, a-t-il dit avec désinvolture, comme s'il annonçait des plans pour le dîner. J'ai figé. La cuillère en bois que je tenais est restée suspendue au-dessus de la casserole où mijotait la sauce pour les canapés. Le temps semblait s'être arrêté. Pardon, ai-je demandé, certaine d'avoir mal compris. Ils ont vendu leur appartement à Lyon. Papa a pris sa retraite la semaine dernière, et ils veulent quitter la ville. Cette maison est suffisamment grande pour nous tous, a-t-il continué, ouvrant une bouteille de vin comme si la conversation était banale. Mon esprit tournait à toute vitesse. Ses parents, Jean et Françoise, étaient des personnes difficiles, critiques, exigeantes, jamais satisfaites. Et Amélie ? Une femme de 35 ans qui n'avait jamais quitté le nid familial, qui me regardait toujours avec un mélange de jugement et de pitié. L'idée de les avoir sous mon toit, dans mon sanctuaire, était inconcevable. Mais, c'est notre maison, Mathieu. Notre nouveau départ. Nous n'avons jamais discuté d'un tel arrangement, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme, raisonnable. Il a versé le vin dans 2 verres, m'en a tendu un,
puis a simplement haussé les épaules. C'est ma famille, Sophie. Ils ont besoin de nous. J'ai senti une sensation de froid m'envahir. Ce n'était pas seulement l'annonce, c'était son ton, son attitude, comme si mon avis sur la question n'avait aucune importance. Comme si cette maison, que j'avais achetée avec mon argent, mes économies, n'était qu'un détail qu'il pouvait reconfigurer à sa guise. Et la fête de demain? Et nos projets? Mathieu, je ne comprends pas comment tu as pu prendre une décision aussi importante sans m'en parler, ai-je insisté, ma voix commençant à trembler malgré mes efforts pour rester composée. Il a pris une gorgée de vin, complètement imperturbable. Là, attends, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Et tu me dis qu'ils emménagent demain? Sans même m'en parler avant? Il n'a pas branché. C'est déjà décidé. Ton opinion n'a pas d'importance. Ces mots ont résonné dans la cuisine silencieuse comme un coup de tonnerre. Je ne reconnaissais plus l'homme devant moi, cet étranger froid et calculateur qui venait de balayer d'un revers de main tout ce que nous avions construit ensemble. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai toujours su que Mathieu pouvait être autoritaire dans les petites choses, choisir où nous dînions, ignorer mon avis sur la décoration, mais c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ces paroles n'étaient pas seulement cruelles, elles me dépouillaient de mon libre arbitre, de ma voix dans la maison même que j'avais construite. J'avais rêvé de paix, de liberté et d'espace. Maintenant, il remplaçait ce rêve par le chaos et le contrôle. « Et tu ne peux pas être sérieux, ai-je dit, reposant mon verre de vin sans y avoir touché. Cette maison représente tout pour moi, Mathieu. C'est le fruit de mon travail, de mes économies. Comment peux-tu décider unilatéralement d'y installer ta famille? » Son visage s'est durci. Je connaissais cette expression, celle qu'il prenait quand un étudiant le contredisait pendant un cours. Un mélange de condescendance et d'impatience. « Et tu exagères, comme toujours, a-t-il répondu. Ma famille a besoin d'un endroit où vivre. Nous avons cette grande maison. La solution est évidente. Et évidente pour qui? Pas pour moi. Ma voix a monté d'un cran. Et la fête de demain? Nos amis arrivent pour célébrer notre nouvelle maison, pas une résidence familiale improvisée. Il a agité sa main, comme pour balayer mes préoccupations. La fête peut toujours avoir lieu. Mes parents et Amélie aideront avec les préparatifs. Ça se passera bien. Je me suis levée, incapable de rester assise. La cuisine, que j'avais imaginée comme un lieu de joie et de convivialité, semblait soudain étouffante. Par la fenêtre, je pouvais voir le soleil se coucher derrière les collines, teintant tout d'une lueur dorée qui contrastait cruellement avec l'obscurité que je ressentais. Et où vont-ils dormir? Les chambres d'amis sont préparées pour Camille et les autres. Mathieu a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai pensé que nous pourrions donner la chambre principale à mes parents. C'est la plus grande, après tout. Amélie prendra la chambre bleue, et nous installerons dans le petit studio à l'arrière de la propriété. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Notre chambre, mon sanctuaire avec sa vue sur les champs de lavande, sa salle de bain en marbre que j'avais spécialement conçue, donnée comme si elle ne signifiait rien. Et le studio, à peine plus grand qu'une chambre d'hôtel, destinée aux visites occasionnelles du jardinier? C'est une plaisanterie, ai-je murmuré. Ça doit être une plaisanterie, Mathieu. Il s'est levé à son tour, son verre à la main, et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une sorte de pitié mêlée à de l'irritation. Non, Sophie, ce n'est pas une plaisanterie. C'est la réalité. Ma famille arrive demain, et nous allons tous vivre ensemble ici. C'est décidé. Décidé par qui? Pas par moi. Cette maison est à mon nom, Mathieu. Je l'ai achetée avec mon argent. Tu n'as pas contribué d'un centime. Son visage s'est assombri. Là, nous y voilà. L'argent. Toujours l'argent avec toi. Tu crois que parce que tu as payé pour cette maison, tu es la seule à avoir son mot à dire? Je suis ton mari, Sophie. Ce qui est à toi est à moi. J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide et lucide. Ce n'est pas une question d'argent, Mathieu. C'est une question de respect. De considération. Comment aurais-tu réagi si j'avais invité ma mère à vivre avec nous sans t'en parler? Il a ricané.
Ta mère? Cette femme qui passe sa vie à critiquer tout ce que tu fais? Tu devrais me remercier de ne pas suggérer qu'elle vienne aussi. La mention de ma mère a touché un point sensible. Eliane et moi avions une relation compliquée, certes, mais elle m'avait toujours soutenue à sa manière. Et entendre Mathieu la dénigrer ainsi n'a fait qu'ajouter à ma détresse. Ne change pas de sujet, ai-je dit, ma voix désormais ferme. Je te demande de reconsidérer. Appelle tes parents. Dis-leur qu'ils peuvent venir nous rendre visite, mais pas s'installer ici. Pas maintenant. Pas comme ça. Mathieu a vidé son verre d'un trait et l'a posé avec force sur le comptoir. Non. C'est ma famille, Sophie. Et si tu ne peux pas l'accepter, c'est peut-être toi le problème. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Le problème, ai-je répété, incrédule. Le problème est que tu prends des décisions majeures sans me consulter. Le problème est que tu ne respectes pas ma maison, mes rêves, mes sentiments. Ta maison? Tes rêves? Il a secoué la tête. Je pensais que nous étions mariés, Sophie. Je pensais que nous partagions tout. Mais visiblement, tu as toujours pensé à cette maison comme étant uniquement la tienne. Parce que c'est le cas, Mathieu. Légalement, financièrement, c'est ma maison. Et j'avais espéré qu'elle devienne notre foyer. Mais pas comme ça. Pas en étant forcé d'accueillir ta famille sans avoir mon mot à dire. Il m'a regardé longuement, ses yeux froids et distants. Tu es égoïste, Sophie. Toujours à penser à toi d'abord. Ma famille a besoin de nous, et tu ne penses qu'à ton petit confort, à ta précieuse intimité. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Ce n'est pas de l'égoïsme, Mathieu. C'est de l'autopréservation. Cette maison représente tout ce pourquoi j'ai travaillé. C'est mon refuge, mon nouveau départ. Et tu es en train de tout gâcher. Il a soupiré, comme s'il parlait à un enfant capricieux. Et tu dramatises, comme toujours. Ce n'est qu'une maison, Sophie. Des murs et un toit. Ce qui compte, c'est la famille. Et ma famille fait partie de ma vie, que tu le veuilles ou non. Et moi? Ne suis-je pas ta famille aussi? Mon opinion ne compte-t-elle pas? Il m'a regardé, et pendant un bref instant, j'ai cru voir une lueur de doute dans ses yeux. Puis il a durci son regard. Bien sûr que tu es ma famille. Mais tu dois comprendre que mes parents vieillissent. Ils ont besoin de nous. De moi. Et si tu m'aimes vraiment, tu accepteras ma décision. C'était du chantage émotionnel, pur et simple. Une tactique qu'il avait utilisée par le passé, mais jamais de façon aussi flagrante. Je me suis sentie manipulée, piégée dans un coin. J'ai besoin d'air, ai-je dit, me dirigeant vers la porte de derrière. Le jardin, avec ses oliviers et ses lavandes, m'appelait un espace où je pourrais respirer, réfléchir. Où vas-tu? A-t-il demandé, soudain inquiet. Dehors. J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, Sophie. La décision est prise. Je me suis arrêtée à la porte, me retournant pour le regarder une dernière fois. Par toi, peut-être. Mais pas par moi. Le jardin était paisible, baigné dans la douce lumière du crépuscule. Je me suis assise sur un banc en pierre, essayant de calmer les battements de mon cœur. Comment en étions-nous arrivés là? Comment cet homme que j'aimais pouvait-il me traiter avec si peu de considération? Je repensais à notre relation, aux petits signes que j'avais peut-être ignorés. La façon dont il prenait souvent des décisions sans me consulter. Comment il balayait mes préoccupations d'un revers de main, les qualifiant d'exagération ou de dramatisation. J'avais toujours rationalisé ses comportements, les attribuant à son assurance, à son intelligence. Mais maintenant, je voyais la vérité, ce n'était pas de l'assurance, c'était de l'arrogance. Pas de l'intelligence, mais de la manipulation. Quand je suis rentrée dans la maison 1 heure plus tard, Mathieu était monté se coucher. La cuisine était vide, mon verre de vin intact sur le comptoir. J'ai regardé autour de moi, cette cuisine que j'avais conçue avec tant d'amour, et j'ai senti une détermination froide s'installer en moi. Je n'allais pas abandonner ma maison, mon rêve.
Je n'allais pas me laisser effacer. Je suis allée dans le salon et me suis assise dans l'obscurité, fixant les murs de cette maison qui ne semblait plus m'appartenir. Mais je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas me rendre. J'avais un plan. Toute la nuit, je suis restée assise en silence, rejouant ces paroles dans ma tête. Ton opinion n'a pas d'importance. Encore et encore. J'ai su alors que je ne pouvais pas me permettre d'être prisonnière dans ma propre maison. J'avais trop sacrifié pour finir comme une invitée dans une maison que j'avais payée. Alors j'ai fait ce que Mathieu n'attendait pas, j'ai commencé à passer des appels. Vers 2 heures du matin, lorsque j'étais certaine que Mathieu dormait profondément, j'ai sorti mon téléphone. Ma première pensée a été pour Camille. Nous étions amis depuis l'école primaire à Bordeaux, où nous partagions nos secrets et nos rêves sous le grand chêne de la cour de récréation. Elle était devenue avocate, spécialisée en droit de la famille, une coïncidence qui semblait maintenant presque prophétique. Sophie. Sa voix était alourdie par le sommeil. Tout va bien? J'ai chuchoté, me glissant dans le jardin pour ne pas être entendue. Non, Camille. J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. En quelques minutes, je lui ai raconté la situation. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, puis elle a parlé avec cette clarté juridique qui la caractérisait. La maison est à ton nom exclusivement, n'est-ce pas? Mathieu n'a jamais contribué financièrement? Oui, c'est correct. J'ai tout payé. Son nom n'apparaît nulle part sur l'acte de propriété. Bien. Ça nous donne une base solide. Je l'ai entendu taper sur un clavier. Je vais préparer un document temporaire pour modifier l'acte. Essentiellement, il stipulera que Mathieu n'a aucun droit d'inviter des résidents permanents sans ton consentement écrit. C'est une mesure préventive, mais elle aura une valeur juridique immédiate. Un sentiment de soulagement m'a envahi. Combien de temps ça prendra? Je peux l'avoir prêt d'ici demain matin. Je viendrai tôt, avant la fête. Et Sophie, prépare-toi. Si Mathieu est déjà allé aussi loin, il pourrait ne pas réagir rationnellement. Après avoir raccroché avec Camille, j'ai appelé François, un ami qui dirigeait une entreprise de déménagement à Marseille. Il était étonné de recevoir mon appel à 7 heures, mais quand je lui ai expliqué la situation en termes vagues, une réorganisation urgente pour la fête, il a compris l'urgence. Je peux envoyer une équipe demain à l'aube, a-t-il proposé. Que veux-tu déplacer exactement? J'ai réfléchi rapidement. Les meubles de la chambre principale. Je veux les remplacer par ceux du studio. Et, je veux que certaines pièces d'art soient retirées et remplacées. Pas de problème, Sophie. Mes gars seront discrets et efficaces. Ensuite, j'ai envoyé un message privé à mes amis les plus proches, Laurent et Marie, Thomas et Isabelle, et quelques collègues en qui j'avais confiance. Je ne leur ai pas tout dit, seulement que j'avais besoin de leur présence à la maison le lendemain matin, avant l'heure prévue pour la fête. À ma surprise, tous ont répondu presque immédiatement, promettant d'être là. Vers 4 heures du matin, j'ai appelé mon banquier, Marc. Je savais qu'il ne répondrait pas, alors j'ai laissé un message vocal détaillé, lui demandant de bloquer temporairement tout accès à mes comptes pour Mathieu. Nous avions des comptes séparés, mais il avait une procuration sur mon compte principal, une confiance que je regrettais maintenant amèrement. Enfin, j'ai appelé ma mère, Eliane. Malgré nos différends, elle avait toujours été d'une force remarquable dans les moments de crise. Maman, ai-je dit quand elle a décroché, sa voix instantanément alerte malgré l'heure. J'ai des problèmes avec Mathieu. Je le savais, a-t-elle répondu sans hésitation. Ce garçon a toujours eu quelque chose qui ne me plaisait pas. Trop lisse, trop parfait. J'ai ri doucement, malgré moi. La perspicacité de ma mère n'avait jamais failli. J'ai besoin que tu viennes, maman. Pas pour rester, juste, pour être là. Pour me soutenir. Je prends le premier train pour Aix-en-Provence, a-t-elle dit simplement. Envoie-moi l'adresse exacte. Je serai là avant midi. Après ces appels, j'ai à peine dormi, mais j'ai ressenti un étrange calme. Chaque étape que j'ai prise ce jour-là s'est sentie puissante. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau en contrôle. J'en avais assez d'être réduite au silence.
Mathieu avait franchi une ligne, et j'allais lui montrer que je n'étais pas la femme fragile qu'il supposait que j'étais. Cette maison était mon sanctuaire, et j'allais la récupérer à mes conditions. À 6 heures du matin, j'étais déjà debout, habillée dans un tailleur bleu marine qui me donnait une allure professionnelle et confiante. J'ai préparé du café et attendu. L'équipe de François est arrivée à 6h30, discrète et efficace comme promis. En moins de 2 heures, ils avaient échangé tous les meubles selon mes instructions. La chambre principale, que Mathieu avait si généreusement offerte à ses parents, était maintenant meublée avec les pièces simples et fonctionnelles du studio. Le magnifique lit king size avec sa tête de lit en chêne sculptée, la commode antique, et les fauteuils confortables avaient été transférés dans une autre chambre, celle que j'avais décidé de garder pour moi. J'ai également fait retirer plusieurs œuvres d'art, des pièces que j'avais collectionnées au fil des années et qui représentaient des moments significatifs de ma vie. À leur place, j'ai fait accrocher des reproductions neutres, sans âme, le genre qu'on trouve dans les hôtels anonymes. Camille est arrivée à 8 heures, portant une serviette en cuir et une expression déterminée. Elle a déposé sur la table de la cuisine un document officiel, imprimé sur du papier légal avec des sceaux et des signatures. « C'est fait », a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. J'ai également contacté un huissier qui sera là à 10 heures pour constater la situation si nécessaire. Laurent et Marie sont arrivés peu après, suivis de Thomas et Isabelle. Je leur ai expliqué brièvement la situation, et leur soutien inconditionnel m'a ému aux larmes. « Que pouvons-nous faire ?» a demandé Laurent, un homme habituellement calme mais dont les yeux brillaient maintenant d'une détermination féroce. « Simplement être là », ai-je répondu. Montrer à Mathieu que je ne suis pas seule. À 9h30, alors que nous étions tous rassemblés dans le salon, discutant de la stratégie, Mathieu est finalement descendu. Il s'est arrêté net en voyant toutes ces personnes, son expression passant de la surprise à l'irritation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, les yeux fixés sur moi. « La fête n'est pas censée commencer avant midi. » Je me suis levée, calme et composée. « Ce n'est pas la fête, Mathieu. Ce sont mes amis, venus me soutenir. » Il a jeté un regard confus autour de lui, remarquant seulement maintenant les changements dans la maison. « Qu'est-ce que, où sont les tableaux? Et pourquoi y a-t-il des déménageurs dehors? » J'ai fait quelques modifications, ai-je dit simplement. Après notre conversation d'hier soir, j'ai réalisé que certains changements s'imposaient. Son visage s'est durci. « Sophie, c'est ridicule. Mes parents seront là dans 1 heure. Où sont les meubles de notre chambre? Tu veux dire ma chambre? » J'ai souri, un sourire que je ne sentais pas, les meubles sont en sécurité. Ne t'inquiète pas. Camille s'est avancée, le document à la main. Mathieu, en tant qu'avocate de Sophie, je dois t'informer qu'elle a pris des mesures légales pour protéger sa propriété. Avocate? Il a ri, incrédule. Sophie, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ce n'est pas une mascarade, ai-je répondu fermement. C'est ma réponse à ton manque de respect. Tu as pris des décisions qui affectent ma vie, ma maison, sans me consulter. Eh bien, j'ai aussi pris des décisions. La sonnette a retenti. Laurent est allé ouvrir et est revenu avec un homme en costume, portant une mallette, l'huissier que Camille avait contacté. Mathieu m'a regardé, un mélange de colère et de confusion sur son visage. Tu ne peux pas faire ça, Sophie. Je suis ton mari. Cette maison est autant la mienne que la tienne. J'ai secoué la tête, sentant une force nouvelle m'habiter. Non, Mathieu. Cette maison est légalement à moi. Tu n'as jamais contribué d'un centime. Et après ce que tu as fait, après la façon dont tu m'as traité, je ne peux plus te faire confiance pour partager cet espace avec moi. Son visage est devenu rouge de colère. C'est à propos de l'argent, alors? Tu me jettes dehors parce que tu as payé pour cette maison? Non, ai-je dit doucement. C'est à propos du respect. De l'égalité. Du partenariat. Toutes ces choses que j'ai stupidement cru que nous avions. L'huissier s'est éclairci la gorge. Monsieur Durand, j'ai ici un document officiel stipulant que vous n'avez pas le droit d'inviter des résidents permanents dans cette propriété sans le consentement écrit de Madame Moreau. De plus, en tant que bien propre acquis par Madame Moreau avant le mariage,
cette maison reste sa propriété exclusive selon le régime matrimonial que vous avez choisi. Mathieu a semblé déstabilisé, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait vulnérable, incertain. Sophie, a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant. Ne fais pas ça. Nous pouvons en discuter, trouver un compromis. Il est trop tard pour ça, Mathieu, ai-je répondu. Tu as pris ta décision hier soir, quand tu as décidé que mon opinion n'avait pas d'importance. Maintenant, c'est à mon tour de prendre des décisions. La sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était ma mère, Eliane, arrivée plus tôt que prévu. Elle est entrée comme une force de la nature, ses yeux perçants évaluant immédiatement la situation. Sans un mot, elle est venue se tenir à mes côtés, sa présence comme un bouclier. Mathieu a regardé autour de lui, réalisant soudain qu'il était seul, entouré de personnes qui étaient toutes là pour me soutenir. Son expression est passée de la colère à la résignation, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» a-t-il finalement demandé, sa voix à peine audible. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la nuit blanche mais aussi la force de ma résolution. « Je veux que tu appelles tes parents maintenant. Dis-leur de ne pas venir. Pas aujourd'hui, pas demain, pas jamais sans mon invitation explicite. Ensuite, je veux que tu prennes tes affaires personnelles et que tu quittes cette maison. Nous parlerons du reste plus tard, par l'intermédiaire de nos avocats respectifs. » Il y a eu un long silence, durant lequel personne n'a bougé. Puis, lentement, Mathieu a sorti son téléphone et s'est éloigné pour passer son appel. Quand il est revenu, son visage était pâle, défait. « C'est fait, a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête, sentant un mélange complexe d'émotions, soulagement, tristesse, mais surtout une profonde certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Merci. Maintenant, tes affaires. Il est monté à l'étage, accompagné par Laurent qui s'était silencieusement proposé pour s'assurer que Mathieu ne prendrait que ce qui lui appartenait. Moins d'une heure plus tard, il était parti, emportant 2 valises et laissant derrière lui 7 ans de mariage et une multitude de questions sans réponse. Après le départ de Mathieu, un étrange silence s'est installé dans la maison. Mes amis m'entouraient toujours, mais personne ne savait quoi dire. C'était Camille qui a finalement brisé le silence. « Alors, on a fait cette fête d'inauguration ?» a-t-elle demandé avec un sourire encourageant. J'ai regardé autour de moi, cette maison qui avait failli m'être arrachée, et j'ai hoché la tête. Oui. Plus que jamais. Les préparatifs ont repris. Le traiteur est arrivé comme prévu, et nous avons installé les tables dans le jardin sous les oliviers. Ma mère, Eliane, a pris en charge la décoration florale, ajoutant sa touche personnelle aux arrangements que j'avais prévus. C'était sa façon à elle de montrer son soutien, silencieuse, efficace, pratique. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» m'a-t-elle dit alors que nous arrangions des iris dans un vase en céramique provençale. « J'ai toujours su que tu étais forte. Aujourd'hui, tu l'as prouvé. » Venant d'Eliane, ces mots valaient plus que 1000 étreintes. À midi, tout était prêt. Mes autres invités sont arrivés, ignorant le drame qui s'était déroulé quelques heures plus tôt. J'avais décidé de ne rien dire, de profiter simplement de ce moment que j'avais tant attendu. La journée s'est déroulée dans une atmosphère joyeuse, le rosé coulait à flots, les conversations et les rires résonnaient dans le jardin. Puis, vers 17 heures, alors que certains invités commençaient à partir, j'ai entendu des voitures se garer devant la maison. Je me trouvais dans la cuisine, préparant plus de café, quand j'ai vu par la fenêtre Mathieu qui arrivait, accompagné de ses parents et d'Amélie. Ils souriaient tous, portant des sacs comme s'ils emménageaient. « Non » ai-je murmuré, incrédule. Il n'a pas osé. Mathieu a à peine frappé, il a simplement poussé la porte. Comme s'il était chez lui. Ses parents, Jean et Françoise, sont entrés derrière lui, commentant déjà à quel point tout était beau. Amélie a commencé à choisir quelle chambre elle voulait, et Mathieu avait l'air suffisant, comme si tout s'était déroulé selon son plan. « Sophie !» s'est exclamé Jean en me voyant. « Quelle magnifique propriété !» Mathieu nous a dit que vous aviez eu une petite dispute ce matin, mais que tout était réglé maintenant. J'ai regardé Mathieu, qui évitait soigneusement mon regard. « Une dispute ?» ai-je répété lentement.
C'est ainsi que tu as décrit la situation à tes parents? Françoise a agité sa main ornée de bagues. Les jeunes couples se disputent toujours. L'important, c'est la famille. Et maintenant, nous sommes tous ensemble, comme une vraie famille devrait l'être. Amélie est descendue de l'étage, l'air contrarié. Les chambres sont toutes différentes de ce que Mathieu avait décrit. Où est la grande chambre avec la vue sur les collines? Quelque chose n'allait pas. Je le sentais. Mathieu avait clairement menti à sa famille, leur faisant croire que notre dispute était résolue et qu'ils étaient toujours les bienvenus. Mais il y avait plus que cela. La façon dont il se tenait, légèrement en retrait, comme s'il attendait quelque chose. C'est alors que j'ai remarqué qu'il portait une chemise différente de celle du matin, et qu'il avait d'autres bagages. Des bagages que je ne l'avais pas vu emporter plus tôt. Et les sacs que portaient ses parents semblaient contenir bien plus que nécessaire pour une simple visite. Une révélation soudaine m'a frappée. Ce n'était pas un simple mensonge ou une tentative désespérée de sauver la face. C'était un plan calculé. Mathieu, ai-je dit calmement, sentant une étrange sensation de détachement, comme si j'observais la scène de l'extérieur. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu as ramené ta famille ici après notre conversation de ce matin? Il a haussé les épaules, tentant de paraître désinvolte, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Je leur ai promis un nouveau départ ici. Je ne pouvais pas revenir sur ma parole. Même si cette parole a été donnée sans mon consentement? Dans ma maison? Jean a froncé les sourcils, regardant son fils puis moi. De quoi parle-t-elle, Mathieu? Tu nous as dit que Sophie était d'accord. Elle l'était, a-t-il répondu rapidement. Nous avions tout planifié ensemble. Elle a juste eu un moment de panique ce matin, c'est tout. Françoise s'est approchée de moi, posant une main sur mon bras. Ma chère, je comprends que ce soit un grand changement. Mais nous serons comme une famille. Je pourrai t'aider avec la maison, te montrer comment tenir un foyer correctement. J'ai retiré mon bras, soudain furieuse. Pas seulement contre Mathieu, mais contre cette situation absurde, cette tentative éhontée de s'approprier ma vie, mon espace. Non, ai-je dit fermement. Cette maison n'est pas à vous. Elle n'est pas à Mathieu non plus. Elle n'a jamais été à lui. Amélie a ricané. Oh, vraiment? Vous êtes mariés, non? Ce qui est à toi est à lui. Pas légalement, a intervenu Camille, qui était entrée silencieusement dans la cuisine, suivie par Laurent et ma mère. Pas cette maison. Mathieu a pâli en voyant que nous n'étions pas seuls. Son plan, quel qu'il soit, était compromis par la présence de témoins. Qu'est-ce qui se passe ici? A demandé Jean, confus. Mathieu, explique-nous. Mais c'est moi qui ai parlé. Ce qui se passe, c'est que quelque chose n'était pas normal. Je me suis habillée dans un tailleur bleu marine, me tenant droite au milieu du salon, entourée de mes amis, ma famille choisie. Cette maison n'est plus la vôtre, ai-je dit calmement. Elle ne l'a jamais été. Mathieu a eu l'air confus au début, puis en colère. De quoi parles-tu? Sa voix s'est élevée, mais je n'ai pas bronché. Je lui ai tendu une lettre, un document officiel de mon avocat. Ceci est un avis. Tu n'es plus le bienvenu ici. Toi et ta famille devez partir immédiatement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Camille s'est avancée, tenant un autre document. Ceci est un acte modifié de propriété, enregistré ce matin même. Il stipule explicitement que M. Mathieu Durand n'a aucun droit sur cette propriété et ne peut y inviter des résidents permanents sans le consentement écrit de Madame Sophie Moreau. Jean a arraché le document des mains de Camille, le parcourant rapidement. Son visage est passé de la confusion à la colère. Mathieu, tu nous as dit que cette maison était à toi aussi. Que tu l'avais achetée avec Sophie. C'est compliqué, papa, a balbutié Mathieu. Techniquement, c'est Sophie qui a payé, mais rien du tout, ai-je interrompu. Il n'y a rien de compliqué. Cette maison est à moi. Je l'ai achetée avec mon argent, mes économies. Mathieu n'a jamais contribué d'un centime. Françoise a secoué la tête, incrédule. Mais vous êtes mariés. Il doit avoir des droits. Pas sous notre régime matrimonial, a expliqué Camille.
Ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ce qui signifie que les biens acquis par l'un avant ou pendant le mariage restent sa propriété exclusive. Amélie a lâché son sac, qui est tombé lourdement sur le sol en marbre. Alors, nous n'avons pas de place pour vivre? Mathieu, tu nous as menti. L'expression de Mathieu est passée de la gêne à la colère. Je ne vous ai pas menti. Cette situation est temporaire. Sophie traverse une phase. Une phase, ai-je répété, incrédule. Tu appelles ça une phase? Tu as invité ta famille à vivre dans ma maison sans me consulter. Tu m'as dit que mon opinion n'avait pas d'importance. Et maintenant, tu as l'audace de ramener ta famille ici après avoir été explicitement informé que ce n'était pas acceptable. Je me suis tournée vers Jean et Françoise, soudain frappée par une réalisation. Attendez, vous avez vendu votre appartement à Lyon? Vraiment? Jean a acquiescé, l'air abattu. Oui, il y a 2 semaines. Mathieu nous a dit que tout était arrangé ici, que vous étiez enthousiaste à l'idée de nous accueillir. 2 semaines. Mathieu planifiait cela depuis au moins 2 semaines, sans jamais m'en parler. La trahison était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je suis désolée, ai-je dit sincèrement. Mais Mathieu vous a menti. Je n'ai jamais accepté un tel arrangement. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux plus lui faire confiance. Ni à vous, par extension. Françoise s'est tournée vers son fils, son visage exprimant un mélange de déception et de colère. Est-ce vrai, Mathieu? Tu nous as menti à tous? Il a tenté de se défendre, mais ses explications sonnaient creux, même à ses propres oreilles. J'ai vu son assurance s'effriter, remplacée par une panique croissante. Je suggère que vous trouviez un hôtel pour ce soir, a proposé Camille avec une politesse professionnelle. Et que vous discutiez entre vous de vos options à long terme. Jean a ramassé son sac, signalant à sa femme de faire de même. Nous partons, a-t-il dit fermement. Mais cette conversation n'est pas terminée, Mathieu. Pas du tout. Amélie a jeté un dernier regard méprisant dans ma direction avant de suivre ses parents. Mais Mathieu est resté immobile, comme cloué au sol. Sophie, a-t-il commencé, sa voix soudain suppliante. Je peux tout expliquer. Mes parents avaient besoin d'aide, ils n'avaient nulle part où aller. Alors tu aurais dû m'en parler, ai-je répondu simplement. Tu aurais dû me respecter suffisamment pour avoir cette conversation avec moi, au lieu de me mettre devant un fait accompli. Au lieu de me dire que mon opinion n'avait pas d'importance. Il a fait un pas vers moi, mais Laurent s'est interposé, une présence silencieuse mais ferme. Je crois que tu as entendu Sophie, a-t-il dit calmement. Il est temps pour toi de partir aussi. Mathieu a regardé autour de lui, comme s'il cherchait un allié, un soutien quelconque. Mais il n'y avait que des visages fermés, déterminés. Il a finalement hoché la tête, vaincu, et s'est dirigé vers la porte. Sur le seuil, il s'est retourné une dernière fois. Ce n'est pas fini, Sophie. Cette maison est autant la mienne que la tienne, moralement sinon légalement. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. J'ai soutenu son regard sans ciller. C'est déjà fait, Mathieu. Et contrairement à toi, j'ai les documents pour le prouver. La porte s'est refermée derrière lui, et pour la première fois depuis 24 heures, j'ai senti que je pouvais respirer librement. Cette maison, mon sanctuaire, était à nouveau à moi. 3 jours ont passé depuis la confrontation. J'avais demandé à Camille de s'occuper de toute communication avec Mathieu. Je ne voulais pas le voir, lui parler, ou même penser à lui. Je voulais juste exister dans ma maison, respirer son air, m'imprégner de sa paix retrouvée. Ma mère est restée avec moi ces 3 jours, occupant l'une des chambres d'amis. Sa présence était réconfortante d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Eliane avait toujours été une femme forte, parfois distante, souvent critique. Mais dans cette situation, elle s'est révélée être exactement ce dont j'avais besoin, une présence silencieuse mais solide, m'aidant à recoller les morceaux de ma vie sans commentaires inutiles. Et tu sais, m'a-t-elle dit alors que nous prenions notre café sur la terrasse, contemplant le soleil se lever sur les collines provençales, ton père aurait été fier de toi. J'ai levé les yeux, surprise. Elle parlait rarement de mon père, décédé quand j'avais 12 ans. Tu crois? Elle a hoché la tête,
ses yeux perdus dans le lointain. Il disait toujours que tu avais une colonne vertébrale en acier sous tes airs de petite fille douce. Il voyait ta force bien avant tout le monde. Ces mots m'ont réchauffé le cœur d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Mon père, cet homme gentil au rire tonitruant, avait vu quelque chose en moi que j'avais mis des années à découvrir moi-même. Le 4e jour, Camille m'a appelé. Mathieu veut te voir, a-t-elle annoncé sans préambule. Il dit qu'il a des choses importantes à te dire, qu'il veut s'expliquer. J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser catégoriquement, fermer ce chapitre définitivement. Mais une autre partie, peut-être plus sage, savait que cette conversation était inévitable. D'accord, ai-je finalement dit. Mais pas seule. Je veux que tu sois présente. Camille a accepté immédiatement. Je serai là. Et si à tout moment tu veux qu'il parte, tu n'as qu'un mot à dire. Nous avons fixé le rendez-vous pour le lendemain après-midi. J'ai passé la nuit à me préparer mentalement, essayant d'anticiper ce qu'il pourrait dire, comment je devrais réagir. Mais aucune préparation n'aurait pu me préparer à ce qui s'est réellement passé. Mathieu est arrivé à l'heure convenue, garé sa voiture dans l'allée de gravier. De la fenêtre du salon, je l'ai observé rester assis un moment derrière le volant, comme s'il rassemblait son courage. Il avait l'air différent, plus mince, plus pâle, ses épaules voûtées d'une manière que je ne lui avais jamais vue auparavant. Camille est arrivée quelques minutes plus tard, professionnelle dans son tailleur gris, sa serviette en cuir à la main. Elle m'a serré brièvement dans ses bras avant de prendre place à mes côtés sur le canapé. Quand Mathieu a sonné à la porte, c'est ma mère qui a ouvert. Je l'ai entendu lui parler brièvement, sa voix froide mais polie, puis elle l'a conduit au salon. Elle nous a regardés, Camille et moi, a hoché la tête comme pour nous donner sa bénédiction silencieuse, puis s'est éclipsée vers la cuisine. Mathieu est resté debout, mal à l'aise, comme un étranger dans ce qui avait été sa maison. Il avait apporté un bouquet de fleurs des iris, mes préférés, mais le geste semblait déplacé, presque ridicule dans les circonstances. « L'assieds-toi, ai-je dit, indiquant le fauteuil en face de nous. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Il s'est exécuté, posant maladroitement le bouquet sur la table basse. « Sophie, a-t-il commencé, sa voix rauque comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. Je ne sais pas par où commencer. Par la vérité, peut-être, a suggéré Camille, son ton professionnel mais tranchant. Il a acquiescé, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. La vérité, oui. La vérité, c'est que j'ai menti. À toi, à mes parents, à moi-même. J'ai attendu, silencieuse. S'il était venu pour des excuses, il allait devoir faire mieux que cela. Mes parents ont vraiment vendu leur appartement, a-t-il continué. Mais ce n'était pas pour prendre leur retraite à la campagne. Mon père, il a des dettes. Des dettes de jeu importantes. Il allait perdre l'appartement de toute façon, alors ils l'ont vendu pour rembourser ce qu'ils pouvaient. Cette révélation m'a surprise. Jean Durand, l'éminent professeur d'université, cet homme à l'apparence si respectable, avait des problèmes de jeu? Cela semblait invraisemblable, et pourtant, cela expliquait certaines choses, la tension que j'avais parfois sentie entre Mathieu et son père, les appels téléphoniques à voix basse. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, ai-je demandé, ma curiosité l'emportant sur ma colère. Nous aurions pu en discuter, trouver une solution ensemble. Mathieu a baissé les yeux, fixant ses mains. J'avais honte. Et peur que tu refuses, peur que tu vois ma famille différemment. Et puis, a encouragé Camille quand il s'est interrompu. Et puis j'ai pensé que c'était plus simple de te mettre devant le fait accompli. Que tu accepterais, par amour pour moi. Je me suis dit que cette maison était assez grande pour nous tous, que ça pourrait fonctionner. Sa confession sonnait creux à mes oreilles. Alors tu as décidé de me manipuler, de m'imposer ta décision? Oui, a-t-il admis, sa voix à peine audible. Et quand tu as refusé, quand tu m'as confronté, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais pas accepter que tu dises non. Je ne pouvais pas accepter d'avoir échoué, d'avoir à annoncer à mes parents qu'ils n'avaient nulle part où aller. J'ai secoué la tête, incrédule. Alors tu as choisi de me dire que mon opinion n'avait pas d'importance? De me traiter comme si je n'étais rien dans ma propre maison?
J'ai paniqué, a-t-il dit simplement. Je n'ai pas réfléchi. Et quand tu m'as mis dehors le lendemain matin, j'étais tellement en colère, tellement humiliée. J'ai décidé de revenir avec mes parents, de forcer la situation. Je pensais que tu céderais, que tu ne voudrais pas créer de scène devant eux. Et tu me connais si mal, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Un silence lourd s'est installé. Dehors, le chant des cigales était assourdissant, contrastant avec le calme glacial de la pièce. Où sont-ils maintenant, ai-je finalement demandé. Tes parents, Amélie. Ils sont retournés à Lyon, chez des amis. Temporairement. Il a hésité. Je suis restée dans un hôtel à Aix. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Camille s'est légèrement penchée en avant. Quel est le but de cette visite, Mathieu? Que espères-tu accomplir? Il a pris une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. Je voulais m'excuser, d'abord. Te dire à quel point je regrette, Sophie. Pas seulement pour ce qui s'est passé avec mes parents, mais pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses horribles que j'ai dites. J'ai hoché la tête, acceptant ses excuses sans pour autant offrir de pardon. Et ensuite? Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? La vulnérabilité dans sa voix m'a touché malgré moi. Cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais partagé 7 ans de ma vie, était assis devant moi, brisé par ses propres actions. Il y avait une partie de moi qui voulait le réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais je savais que ce serait un mensonge. Rien n'irait bien, pas comme avant. Oui, ai-je répondu doucement. Tu as tout gâché. Tu as trahi ma confiance d'une manière que je ne pourrai jamais oublier. Il a acquiescé, acceptant mes paroles comme un verdict. Je comprends. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches la vérité. La vérité, ai-je répété, le mot ayant un goût amer dans ma bouche. La vérité, c'est que tu m'as montré qui tu es vraiment, Mathieu. Quelqu'un qui croit que ses besoins, ses problèmes, passent avant tout. Quelqu'un qui est prêt à mentir, à manipuler, pour arriver à ses fins. Ses épaules se sont affaissées davantage, comme si chaque mot était un poids supplémentaire sur son dos. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mathieu a glissé du fauteuil, tombant à genoux devant moi, ses mains tendues dans un geste de supplication. « Je t'en prie, Sophie, a-t-il murmuré, les larmes coulant librement sur son visage. Ne mets pas fin à notre mariage. Donne-moi une chance de me racheter, de te montrer que je peux changer, que je peux être meilleure. » J'ai regardé cet homme à genoux devant moi, cet homme que j'avais autrefois aimé plus que tout, et j'ai ressenti rien. Pas de colère, pas de pitié, juste un vide immense où se trouvait autrefois mon amour pour lui. « Tu me jettes dehors ?» a-t-il demandé, les yeux écarquillés. « Oui, ai-je dit fermement. Tu as franchi une ligne. Tu m'as traité comme une étrangère dans ma propre maison. Tu ne m'as pas seulement manqué de respect, tu m'as effacé. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Aucune hésitation. Juste du soulagement. Je ne peux pas te donner ça, Mathieu, ai-je dit doucement. Je ne peux pas te donner cette absolution que tu cherches. Ce que tu as fait, ce n'était pas une erreur, un moment d'égarement. C'était un choix délibéré, un choix qui a révélé une faille fondamentale dans notre relation, dans la façon dont tu me perçois. Il est resté à genoux, immobile, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Mais nous sommes mariés, a-t-il insisté, sa voix à peine audible. Pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens? Ce n'était pas le pire, Mathieu, ai-je répondu. C'était une trahison. Et elle a changé quelque chose en moi, quelque chose que je ne peux pas réparer, même si je le voulais. Camille a posé une main sur mon épaule, un geste de soutien silencieux. Je pense que Sophie a été claire, Mathieu. Elle a besoin d'espace, de temps pour réfléchir. Je suggère que tu respectes cela, pour une fois. Il est resté un moment à genoux, comme s'il espérait encore un miracle, un revirement soudain. Puis, lentement, il s'est relevé, essuyant maladroitement ses larmes. Je comprends, a-t-il dit, sa voix étrangement calme maintenant. J'ai tout gâché. Je t'ai perdu.
Et c'est entièrement ma faute. J'ai acquiescé, incapable de contredire cette vérité évidente. Mes affaires, a-t-il demandé. Puis-je venir les chercher un jour prochain? Bien sûr, ai-je répondu. Camille peut organiser cela. Tu pourras venir quand je ne serai pas là. Il a hoché la tête, acceptant cette dernière humiliation sans protester. Puis il s'est dirigé vers la porte, ses pas lourds sur le sol en marbre. Sur le seuil, il s'est retourné une dernière fois. Je t'ai aimé, Sophie. Vraiment. Malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai gâché, je t'ai aimé. J'ai soutenu son regard, sentant une étrange paix m'envahir. Je t'ai aimé aussi, Mathieu. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, il faut plus le respect, la confiance, l'honnêteté. Et ces choses-là, tu les as détruites. Il a acquiescé une dernière fois, puis est parti. La porte s'est refermée derrière lui, et avec elle, un chapitre de ma vie. Ma mère est sortie de la cuisine, où elle avait probablement entendu toute la conversation. Elle s'est approchée de moi, posant une main sur mon bras. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé simplement. J'ai réfléchi un moment avant de répondre, sondant mes émotions comme on teste une dent douloureuse. « Non » ai-je finalement dit. « Mais je vais l'être. » Elle a souri, un sourire doux que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Oui, tu le seras. Tu es une Moreau, après tout. Et les femmes Moreau ne se brisent pas facilement. » J'ai regardé par la fenêtre, observant la silhouette de Mathieu qui s'éloignait dans l'allée, montait dans sa voiture, disparaissait au loin. Il emportait avec lui 7 ans de ma vie. D'espoir partagé, de rêves construits ensemble. Mais étrangement, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libérée. Et tu sais, ai-je dit à ma mère et à Camille, je pensais que ce moment serait plus difficile. Je pensais que je ressentirais de la douleur, des regrets. Et ce n'est pas le cas, a demandé Camille doucement. J'ai secoué la tête. Non. Je me sens soulagée. Comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je ne savais même pas porter. Ma mère a hoché la tête, compréhensive. C'est parce que tu as fait ce qui était juste pour toi, ma fille. Et il n'y a pas de sentiment plus libérateur que celui-là. Ce soir-là, allongée dans mon lit, dans cette chambre que j'avais choisie comme la mienne, j'ai pensé à Mathieu à genoux, suppliant pour une seconde chance. Et j'ai réalisé que la vraie force ne résidait pas dans le fait de se venger ou même de pardonner, mais dans le choix conscient de ce qui était bon pour moi. Dans la capacité de dire non, même quand dire oui aurait été plus facile, plus confortable. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'un sommeil profond et paisible, sans rêve, sans cauchemar. Juste le silence bienfaisant d'une maison qui était enfin, véritablement, la mienne. La semaine suivante a été remplie de transformations. Après le départ définitif de Mathieu, qui était venu chercher ses affaires en mon absence comme convenu, j'ai commencé à redécorer la maison. Non pas seulement pour changer son apparence, mais pour la reconquérir. J'ai rempli chaque pièce d'objet qui me faisait me sentir vivante, qui reflétait ma personnalité, mes goûts, et non plus ce compromis constant que notre décoration avait été. Les murs, autrefois ornés de tableaux que Mathieu avait choisis, des paysages conventionnels et des natures mortes sans âme, étaient maintenant habillés d'œuvres que j'avais toujours admirées mais n'avais jamais osé acheter. Des peintures abstraites aux couleurs vives, des photographies en noir et blanc de Paris, des tissus artisanaux rapportés de mes voyages au Maroc. J'ai transformé la grande chambre que Mathieu et moi partagions en un espace uniquement pour moi. J'ai jeté le matelas où nous avions dormi ensemble pendant des années et l'ai remplacé par un nouveau, plus ferme, exactement comme je l'aimais. J'ai changé les draps blancs et neutres pour du lin lavé d'un bleu profond qui évoquait la Méditerranée. Les tables de chevet identiques ont cédé la place à des pièces dépareillées que j'avais dénichées dans des brocantes lors de mes promenades dans les villages voisins. J'ai créé une chambre d'amis spéciale pour ma mère, sachant qu'elle reviendrait souvent me rendre visite. J'ai choisi des couleurs qu'elle aimait, des tons de vert sauge et de crème, et j'ai placé sur la commode des photos de nous deux, ainsi que quelques clichés précieux de mon père. C'était ma façon de lui dire qu'elle était toujours la bienvenue, qu'elle avait sa place dans ma nouvelle vie. Le deuxième salon, que Mathieu utilisait comme bureau improvisé pour corriger ses copies, je l'ai transformé en atelier d'art. J'avais toujours aimé peindre, mais au fil des années, cette passion avait été reléguée au rang de passe-temps occasionnel.
Maintenant, je lui donnais la place qu'elle méritait. J'ai installé un grand chevalet face aux fenêtres qui s'ouvraient sur le jardin, disposé des étagères pour mes fournitures, et accroché des cimaises pour exposer mes travaux en cours. Et puis, il y avait le jardin. J'ai finalement planté la roseraie dont j'avais toujours rêvé. Pas les roses parfaites et sans personnalité que l'on trouve dans les catalogues, mais des variétés anciennes, parfumées, aux formes imparfaites et d'autant plus belles. Des pierres de Ronsard qui grimperaient sur les murets de pierre, des cuisses de nymphes au ton de chair délicat, des souvenirs de la malmaison au parfum enivrant. Camille venait souvent, m'aidant à déplacer des meubles, à accrocher des tableaux, ou simplement pour partager un verre de vin sur la terrasse au coucher du soleil. Un soir, alors que nous contemplions le jardin qui commençait à prendre forme, elle m'a posé la question que j'attendais. « Et tu ne penses pas à Mathieu ? Tu ne te demandes pas où il est, ce qu'il fait ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Parfois, ai-je admis. Mais pas comme tu pourrais le croire. Je ne ressens pas de manque, pas de nostalgie. Je me demande plutôt comment j'ai pu ne pas voir qui il était vraiment pendant toutes ces années. Elle a hoché la tête, compréhensive. L'amour nous rend aveugles, comme on dit. Pas seulement l'amour, ai-je corrigé. L'habitude aussi. La routine. Cette façon que nous avons de nous adapter lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que nous ne reconnaissions plus la personne que nous sommes devenus. Nous sommes restés silencieux un moment, observant les derniers rayons du soleil qui doraient les collines au loin. Puis Camille a souri, un sourire malicieux qui m'a rappelé notre adolescence. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? De ta vie, je veux dire, pas juste de ta maison. La question m'a prise au dépourvu. Je m'étais tellement concentrée sur la reconquête de mon espace physique que je n'avais pas vraiment réfléchi à ce qui viendrait ensuite. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Pour l'instant, je veux juste profiter de cette liberté retrouvée. Redécouvrir qui je suis quand je ne suis pas la femme de Mathieu, point. Elle a levé son verre. À la redécouverte, alors. Et à tout ce qui viendra ensuite. Les jours sont devenus des semaines, et lentement, une nouvelle routine s'est installée. Une routine qui était entièrement la mienne, dictée par mes envies, mes besoins, mes rythmes. Je me levais tôt, souvent avec le soleil, et je prenais mon café sur la terrasse, écoutant le chant des oiseaux, observant les changements subtils dans le paysage provençal selon la saison. Je passais mes matinées dans mon atelier, peignant sans contrainte de temps ou de résultat. L'après-midi était consacré à mon travail d'architecte d'intérieur. J'avais commencé à accepter de nouveaux clients dans la région, principalement des rénovations de masses anciens ou de maisons de village. Le soir, je lisais, je regardais des films que j'avais toujours voulu voir mais que Mathieu trouvait ennuyeux, je cuisinais des plats que lui n'aimait pas. Un mois après son départ, les papiers du divorce sont arrivés. Camille les avait préparés, veillant à ce que tout soit clair, équitable, mais fermement en ma faveur concernant la maison. Je les ai signés sans hésitation, sans regret. C'était la fin officielle de notre histoire, mais en réalité, elle s'était terminée ce soir-là dans la cuisine, quand il avait prononcé ces mots fatidiques, « Ton opinion n'a pas d'importance ». C'est Laurent qui m'a apporté les papiers signés par Mathieu. Il était passé les récupérer à son bureau à l'université. « Comment a-t-il l'air ?» ai-je demandé, plus par curiosité que par inquiétude. Laurent a haussé les épaules. Différent. Plus maigre. Plus humble, je dirais. Il m'a demandé de tes nouvelles. Et qu'as-tu répondu ? Que tu allais bien. Que tu étais occupé à créer la vie que tu mérites. J'ai souri, reconnaissante pour cette amitié loyale. Merci, Laurent. Il m'a observé attentivement. C'est vrai, n'est-ce pas ? Tu vas bien ? J'ai réfléchi à sa question, sondant mes émotions. Oui, ai-je finalement répondu. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je me sens entière. Comme si j'avais récupéré une partie de moi-même que j'avais perdue sans même m'en rendre compte. 2 mois après, ma mère est venue s'installer pour une semaine. C'était la première fois que nous passions autant de temps ensemble depuis mon adolescence, et j'appréhendais un peu cette proximité forcée. Mais à ma grande surprise, nous avons trouvé un rythme facile, un équilibre entre moments partagés et espace personnel.
Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, elle m'a annoncé une nouvelle surprenante. J'ai décidé de vendre la maison à Bordeaux, a-t-elle dit, comme si elle commentait la météo. Elle est trop grande pour moi seule, et je n'ai plus d'attache là-bas depuis que tu es parti. Oh, vraiment? J'étais étonnée. Cette maison avait été notre foyer depuis toujours, le lieu où j'avais grandi, où mon père avait vécu. Et où iras-tu? Elle a souri, un sourire presque timide que je ne lui connaissais pas. Je pensais à quelque chose de plus petit, peut-être plus près d'ici. Pas dans ton village, bien sûr, je ne veux pas t'envahir ton espace. Mais peut-être à Aix, ou dans un des villages environnants. J'ai été touchée par cette considération, cette reconnaissance de mon besoin d'indépendance, si différente de l'attitude de Mathieu. Ce serait merveilleux, ai-je dit sincèrement. Je pourrais t'aider à chercher, si tu veux. Je connais bien le marché immobilier local maintenant. Elle a accepté avec gratitude, et ce projet commun a créé un nouveau lien entre nous, une complicité que nous n'avions jamais vraiment eue. 3 mois après le départ de Mathieu, j'ai organisé ma première soirée. Pas une grande fête comme l'inauguration avortée, mais un dîner intime pour mes amis les plus proches. Camille et son nouveau compagnon Paul, Laurent et Marie, ma collègue Isabelle et son mari Thomas, et bien sûr, ma mère. J'ai cuisiné toute la journée, préparant des plats provençaux traditionnels avec les herbes de mon jardin. J'ai dressé la table sous la pergola couverte de glycine, avec des bougies et des guirlandes lumineuses. La soirée a été un succès total, rempli de rires, de conversations animées, de vin coulant à flots. À un moment, alors que je revenais de la cuisine avec un plateau de fromage, j'ai marqué une pause, observant mes invités. Ces personnes qui m'avaient soutenu sans condition, qui avaient été là quand j'en avais le plus besoin. Laurent a levé son verre quand il m'a vu. La Sophie, a-t-il proposé. Liée à sa magnifique maison. Non, ai-je corrigé avec un sourire. À mon foyer. Car c'est ce qu'elle est devenue maintenant, pas juste une maison, mais un véritable foyer. Les verres se sont entrechoqués, les sourires se sont échangés, et j'ai senti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le vin se répandre dans ma poitrine. Je ne regrettais pas Mathieu. Ce que je regrettais, c'était la version de moi-même qui avait autrefois douté de sa valeur. Mais maintenant, debout au milieu de mon foyer, je savais que cette femme avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus sage, et plus déterminé que jamais. J'avais choisi moi-même. Et cela avait fait toute la différence. Parfois, perdre quelqu'un qu'on aime révèle la partie la plus belle de notre voyage, le moment où l'on finit par s'aimer soi-même davantage. Cette maison, autrefois un champ de bataille, était maintenant un sanctuaire. Mon sanctuaire. Et chaque matin en me réveillant ici, je me rappelais, je mérite cette paix. L'automne est arrivé, colorant les vignobles environnants de teintes dorées et rougeâtres. J'ai planté des bulbes de tulipes et de narcisses dans le jardin, un acte de foi envers le printemps à venir. La vie continue son cycle, imperturbable face à nos petites tragédies personnelles. Ma mère a trouvé une petite maison de village à Saint-Rémy-de-Provence, à 20 minutes de chez moi. Nous avons passé des week-ends à la rénover ensemble, découvrant une passion commune pour la restauration de vieilles pierres. Notre relation s'est approfondie, devenant quelque chose de nouveau et d'inattendu, une amitié entre adultes, basée sur le respect mutuel plutôt que sur les liens du sang. Quant à Mathieu, j'ai appris par des amis communs qu'il avait accepté un poste dans une université à Lyon, retournant ainsi près de ses parents. Il aurait pu choisir Paris, ou même l'étranger, mais il avait décidé de rester à proximité de sa famille, assumant enfin ses responsabilités envers eux. D'une certaine façon, notre séparation semblait l'avoir forcé à grandir, à devenir l'homme qu'il prétendait être. Un jour, en triant de vieux papiers, j'ai trouvé notre contrat de mariage. Je l'ai relu, souriant presque tendrement aux espoirs naïfs et aux promesses sincères qu'il contenait. Puis je l'ai rangé dans une boîte, avec les quelques photos de notre mariage que j'avais gardées. Non pas par attachement sentimental, mais comme un témoignage de mon parcours, un rappel du chemin parcouru. Mon premier hiver dans la maison a été magique. Les collines couvertes de givre au petit matin, le feu crépitant dans la cheminée du salon, les longues soirées passées à lire ou à peindre, enveloppées dans le silence feutré de la campagne provençale. J'ai pris l'habitude de me promener chaque jour, quelle que soit la météo, explorant les chemins et les sentiers autour de ma propriété,
saluant les voisins, devenant peu à peu une partie de cette communauté rurale. Un soir de janvier, alors que la nuit tombait tôt et que la température avait chuté brutalement, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jean, le père de Mathieu. « Sophie » a-t-il dit, sa voix hésitante. « Je sais que c'est étrange que je t'appelle après tout ce qui s'est passé. »« Tout va bien, Jean ?» ai-je demandé, inquiète malgré moi. « Oui, oui. Je voulais juste te présenter mes excuses. Pour ce que nous avons essayé de faire, Françoise et moi. Et surtout, pour ce que Mathieu t'a fait. Sa sincérité m'a touchée. Ce n'était pas votre faute, Jean. Vous ne saviez pas. Peut-être a-t-il admis. Mais nous aurions dû poser plus de questions, ne pas accepter aveuglément ce que Mathieu nous disait. Et il a hésité. Je voulais aussi te remercier. Me remercier? Oui. Pour lui avoir montré qu'il y a des conséquences à ses actes. Ça l'a changé, tu sais. Il est plus présent maintenant. Plus honnête, avec nous et avec lui-même. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps devant la fenêtre, observant les étoiles qui apparaissaient une à une dans le ciel d'hiver. La vie est étrange, ai-je pensé. Parfois, nos plus grandes douleurs deviennent nos plus grands catalyseurs de changement. Pour Mathieu, la perte de notre mariage semblait avoir été cette opportunité de grandir. Pour moi, c'était la redécouverte de ma propre valeur, de ma force. Et cette maison, témoin silencieux de notre histoire, avait finalement trouvé sa véritable vocation, non pas un champ de bataille pour des égos en conflit, mais un sanctuaire pour une âme en paix avec elle-même. Chaque matin, en me réveillant dans ma chambre baignée de la lumière dorée de la Provence, je me regarde dans le miroir et je me dis, je mérite cette paix. Je mérite ce bonheur. Je mérite cette vie que j'ai créée pour moi-même. Et c'est peut-être là la plus belle leçon de toute cette histoire, le courage de choisir son propre bonheur, même quand c'est difficile. Même quand cela signifie laisser partir quelqu'un qu'on a aimé. Même quand cela signifie se tenir seul, mais debout dans sa vérité. Ma maison n'est plus juste un rêve devenu réalité. Elle est devenue le symbole tangible de ma renaissance, le témoin silencieux de ma transformation. Entre ces murs, j'ai pleuré, j'ai lutté, j'ai redécouvert qui j'étais vraiment. Et maintenant, j'y vis chaque jour pleinement, savourant la liberté qui vient lorsqu'on est enfin chez soi, non seulement dans un lieu, mais aussi en soi-même.